Je ne suis pas une chèvre, on ne me vend pas. C'est quand une fille est toute contente de dire qu'elle a un garçon manqué. Non, moi je suis une fille et une femme réussie. On avait une obligation en fait, de réussite, on s'attendait à plus de choses de nous. J'étais donc avant-centre. Et je peux dire que j'en marquais des buts. Je voulais pas être une fille. Peut-être qu'il serait bien que les femmes soient bienveillantes entre elles. Nous les filles, on devait faire notre lit et pas les garçons. J'ai quand même espoir, je trouve que les esprits se réveillent quand même. Qu'en fait, c'est pas elle le problème, quoi. C'est la société en face d'elle et qu'il faut juste être plus forte. Une femme a besoin de gueuler pour qu'on l'écoute quand même. Si vous deviez parler de votre enfance en tant que petite fille, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Oh, alors ça va être un petit peu différent par rapport en Europe, puisque bon, je suis d'origine africaine, j'ai grandi là-bas. Donc on n'a pas les mêmes coutumes, on n'a pas les mêmes mœurs, on n'a pas la même culture. Le rôle de la femme en Afrique et encore sur, on va dire, l'ancienne Europe, où l'homme, c'est l'homme, c'est le chef de famille, c'est le patriarche, celui qui décide et on suit, on va dire. Moi j'ai grandi entourée de femmes. Il y avait ma mère, il y avait ses sœurs, j'ai beaucoup de tantes, j'ai beaucoup vécu avec elles. J'ai l'impression d'avoir eu plusieurs mamans. Donc plus petite, moi j'ai plus eu l'image de la femme soumise, entre guillemets. Soumise au désir de l'homme, soumise aux caprices de l'homme, surtout aussi. Je me souviens d'une après-midi chez ma grand-mère, qui est quelqu'un d'assez étrange. C'est une femme qui tient sa maison, pour le coup, qui tient sa maison avec des tas de... C'est une formule très vieille, tenir sa maison, mais ça lui va bien. Pas forcément l'image que j'aurais voulu avoir, mais bon, c'était ma culture, hein, je ne la renie pas parce que ça m'apprend des bonnes choses. Et je pense que ce que je suis devenue aujourd'hui, c'est aussi grâce à ça. C'est très basé sur des peurs, mais du coup, c'est un petit peu elle qui a le... Comment dire ? Qui a le pouvoir décisionnaire chez elle. Mais c'est plus cette image-là que j'avais. Plutôt une image un petit peu plus rétrograde. La femme dans l'ancien temps, on va dire. L'homme ramène le côté financier et la femme à la maison pour s'occuper des enfants, du foyer. Moi, j'ai toujours été marquée, je ne sais pas d'où ça me vient, mais j'ai toujours voulu un petit peu gommer le fait d'être une petite fille à ce moment-là. Je sais que non, je n'étais pas attirée par les Barbies, non, je n'étais pas attirée par la couleur rose. C'est un peu l'image que j'avais en général. Bon, alors, ma mère n'était pas trop comme ça, puisque ma mère travaillait, et travaille toujours. Mais le comportement, on va dire, plus de mon père avait tendance à nous ramener on va dire, nous réduire à un rôle de femme. Voilà, de femme au foyer. Je me souviens d'une anecdote, par exemple, j'allais voir des matchs de foot avec mon frère et mon père. Et quand c'est comme ça, je gommais absolument, non pas que je voulais ressembler à un garçon, mais je voulais pas qu'on voit tout de suite que j'étais une fille, en fait. Parce qu'il y avait tout de suite une fille qui va voir du foot. Voilà, il y a eu forcément des remarques, mais je me souviens que j'ai essayé de gommer un petit peu ça. Donc je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas pourquoi. Et bref, je me souviens d'une après-midi chez ma grand-mère. Je dois avoir 4 ans et demi, 5 ans. J'ai très peu de souvenirs de cette époque-là, mais je pense qu'on est dans le trauma, donc je m'en souviens. Mais je me souviens que je me posais quand même des questions qui étaient liées à tout le temps à mon apparence, en fait. Je me renvoyais toujours à mon apparence, c'est-à-dire que j'ai fait du tennis quand j'étais en primaire. C'est ça, en primaire, donc en compétition, etc. Et je commençais à muscler. Et je me souviens que j'avais une clavicule qui était plus grosse aussi que l'autre. Et je me disais, mais peut-être que je ne peux pas continuer ou peut-être que je ne peux pas le faire à ce niveau-là parce que je vais être... le tennis, ça muscle fort d'un côté et pas de l'autre. Donc il y a en plus une asymétrie qui se crée. Et je me questionnais à arrêter aussi pour ça. J'ai grandi dans une famille assez ouverte d'esprit.
J'avais quand même le droit de faire ce que je voulais et j'étais pas conditionnée à ce rôle de petite fille. Enfin, j'en ai pas eu l'impression, en tout cas. Donc j'ai fini par arrêter et de partir sur un autre sport qui est le volleyball, qui est pour d'autres raisons aussi, parce que je voulais partir sur un sport collectif. J'ai assez vite été capitaine de l'équipe et ça m'intéressait aussi de voir ça. Mais je sais qu'il y avait ce côté aussi, la volleyeuse, son corps se développe de manière beaucoup plus esthétique. Et je crois qu'il y avait ça aussi, le côté, au moins je ne me poserai pas la question. Je joue dans ces escaliers. Et voilà, je suis en robe, je joue dans ces escaliers, je fais des galipettes parce que je ne sais pas me tenir. Et elle arrive et elle me dit, je ne sais pas dans quelle formule, mais elle me dit, on voit ta culotte, t'es une petite fille. Je pense que ça a vraiment été dit, t'es une petite fille. Quand on est une fille, on ne joue pas comme ça en montrant sa culotte. J'avais pas l'impression de devoir faire ou de ne pas pouvoir faire les mêmes choses que mes copains garçons à l'école. J'avais 4 ans et demi, 5 ans, quoi. C'était mon premier rappel à l'ordre. J'avais la sensation qu'on ramenait toujours les choses sur le physique de la petite fille, comment elle est habillée, est-ce qu'elle se salit. Donc ça, je m'en souviens, ça m'a beaucoup marquée. Non, je pense que j'ai conscientisé le fait des inégalités un peu plus tard que dans mon enfance. J'ai su après, mais ça me reste. On avait demandé à ma mère si elle voulait pas que je sois adoptée pour qu'elle ait une moins grosse charge de famille, parce que c'était dur pour elle. Et donc il y a une dame et un monsieur qui sont venus, je me rappellerai toujours, ils avaient un gros Mickey. Et ils me l'ont mis dans les bras, et puis j'ai entendu que ma mère parlait, etc. Et puis ma mère disait non, 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 ça va aller, ça va aller. C'était assez silencieux. Je sais qu'on se rend compte à la fin, je sais plus, peut-être à 20 ans, ou je suis partie de chez moi à 18 ans, des lessives, j'en ai fait plein. J'ai jamais passé la tondeuse. Et ça m'a marqué sur un chantier participatif. J'ai passé la première fois la tondeuse, c'était pour tondre de la paille, en fait, pour la hacher pour un enduit. Et je me suis dit, mais c'est fou. Et mon frère, il n'avait jamais fait de lessive. Et il avait passé, à chaque fois qu'il fallait passer la tondeuse, c'était lui. Et en partant, les gens ont dit, tu peux garder le Mickey. Donc je me souviens de ce Mickey que j'avais dans mes mains, puis je regardais les gens, mais j'ai pas compris. J'ai compris que 10 ans après, quand on m'a expliqué que le curé de la paroisse avait proposé à des gens qui n'avaient pas d'enfants de recueillir une petite fille blonde aux yeux bleus. Mais c'était pas dit. C'était pas, t'es un homme, tu fais ça, t'es une femme, tu fais ça. Ça m'a marqué. Vous ne vous êtes pas encore présentée. Est-ce que vous pourriez nous dire qui vous êtes ? Moi, je m'appelle Marine. J'ai 28 ans. Très bientôt 29. Je suis architecte de formation. Et je me décris aujourd'hui comme une exploratrice de l'habitat écologique. Donc, je vais vraiment explorer, rencontrer les gens qui se sont lancés dans des constructions plus respectueuses de l'environnement, les aider bénévolement sur leur chantier et partager un petit peu tout ça. Donc, avec les moyens que je peux, moi, ce qui m'intéresse, c'est intégrer, comprendre, apprendre en faisant et transmettre ensuite ce que je fais. Je suis née dans le Nord, à Villeneuve-d'Ascq, donc pas très loin d'ici. Et j'ai une famille, j'ai 2 parents et j'ai 3 frères et sœurs. On est 4 enfants. Je suis nomade actuellement, donc c'est pour pouvoir réaliser mon projet et aller sur les différents chantiers. J'ai décidé de vivre dans un van. Donc actuellement, je parcours la France avec mon van et ça fait 4 mois que je suis nomade. Dans l'ensemble, est-ce que vous avez l'impression qu'en tant que femme, on vous écoute facilement ? Non, pas du tout. Non, justement, j'ai dû m'imposer pour mon travail. Donc après, j'avais pris de l'assurance puisque je savais comment biaiser pour qu'on m'écoute et qu'on dise que c'était bon, quoi. Oui, parce que je choisis d'être à l'endroit où on m'écoute, en fait. Mais après, c'est vrai qu'on est écrasé. Mon compagnon était sourd. Donc, très jeune, on s'en est aperçu.
Et à partir du moment où il a été appareillé, qu'il entendait, alors qu'il n'entendait plus normalement, il a pris de l'assurance. Donc la bêtise que j'ai fait, c'est de le laisser toujours en premier. Je lui ai laissé poser des questions, je lui ai expliqué, mais je l'ai laissé revivre en fait, parce qu'il vivait dans son silence. Après, ça dépend encore dans quel domaine. Alors, dans ma famille, on va commencer par là, c'est le plus simple. Oui, enfin, je suis un peu au cœur, j'ai l'impression d'être un peu au cœur de la famille, peut-être un peu trop des moments. Comme il n'entendait plus beaucoup, moi je parlais beaucoup avec la bouche et avec mes mains pour lui expliquer ce qui se passait, quoi. Et donc je l'ai trop laissé prendre le gouvernail. Et du coup, il ne m'écoute pas et il m'écoute plus en fait. Il croit qu'il a toujours raison sur tout. J'ai creusé un petit nid dans un endroit où ma parole est entendue et soutenue et que ça a une importance que ce soit la parole d'une femme. Et ça, c'est chouette. Une femme est toujours coupée par un homme ou par une femme. C'est-à-dire que on va moins porter notre voix, on a une voix qui porte moins aussi. Et comme je me suis écrasée pour lui laisser un petit peu revivre, bah, je l'ai dans l'os, comme on dit. Peut-être mon caractère, je ne sais pas, hein, mais peut-être pas particulièrement parce que je suis une femme, mais ce côté un peu maternant que j'ai eu, je pense que mes frères, sœurs, ma mère, à chaque fois, dès qu'ils ont un problème entre eux, on m'appelle. Je suis toujours au milieu des histoires de toute façon, soit pour faire l'intermédiaire, l'avocat de ici ou le juge de l'autre. Enfin voilà, essayer de remettre un petit peu, d'éteindre le feu. Voilà. Donc oui, je pense que voilà. Non. Non, pas du tout. Ah, t'es jeune, tu verras plus tard. Puis t'es une femme, tu trouveras peut-être un mari et puis tu verras. On va pas forcément prendre la même assurance que peuvent prendre d'autres hommes, parce qu'on accepte aussi qu'on n'a pas forcément la réponse et qu'on est en train de chercher. Ah mais en vrai, hein, ça se dit encore, hein, ces trucs-là. Quand je dis que je veux pas me marier, je veux pas d'enfant. Enfin, c'est... Non, c'était... En plus, quand on est jeune. Non, t'es jeune, tu verras plus tard. Le côté professionnel, ça c'est autre chose. Dans les différentes entreprises où j'ai pu travailler, j'ai pas eu ce sentiment d'être plus écoutée qu'une autre ou, en tout cas en tant que femme, non, j'ai pas eu ce sentiment-là. Et donc on va pas laisser la femme finir sa phrase, et donc on ne va pas l'écouter. Parce que si on laisse pas finir quelqu'un, c'est qu'on veut déjà dire quelque chose au-dessus, surenchérir, et donc on n'écoute pas du tout ce qu'elle dit. J'écris de la poésie et je sais que la poésie est un espace où la femme a la parole, libre, et où on l'écoute, globalement. Et je pense que ça fait partie aussi des motivations pour lesquelles j'ai aussi envie d'être, que je suis aussi, j'ai décidé aussi d'être à mon compte. C'est peut-être pour m'imposer aussi, imposer mes idées, mes choix, montrer qu'on existe, me faire écouter, me faire entendre, prendre mes propres décisions. Moi, je ressens ça pas mal dans l'écriture parce que justement, j'ai rassemblé quelques femmes et le réseau que je choisis, c'est un réseau qui est principalement féminin. C'est aussi peut-être parce que les femmes s'autorisent plus à montrer ce qu'elles écrivent publiquement. Je pense que quand t'as acquis assez de maturité, etc., on t'écoute plus facilement. On dit, bon, elle a vécu, ça y est. Mais là, non, non, t'es jeune, tu verras plus tard. C'est ce qu'on répète tout le temps. Mais laissez-moi tranquille, en fait. Mais en tout cas, c'est un canal où ma parole a de la valeur. On a tendance à plus écouter un homme. Je ne sais pas d'où ça vient. J'ai pas recherché, c'est vrai, sur ça. Je sais pas pourquoi on écoute plus un homme
qu'une femme. Peut-être aussi parce que justement, encore une fois, j'aime bien revenir sur ça, mais peut-être une question de modèle aussi, puisqu'on a toujours entendu cette information où on a juste à écouter, c'était des voix d'hommes, que donc peut-être qu'on a moins l'habitude de le faire avec des voix féminines et que il faut que ça se fasse, il faut que ça arrive. Ouais, si, ce truc de oui, t'es jeune, tu verras plus tard. C'est tout. Et qu'est-ce que ça m'énerve. Parce que ça veut dire quoi? On est jeune, on n'a pas voix au chapitre. On sait pas ce qu'on veut de notre vie. Ah non, ça c'est énervant. Même aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, comment l'entreperçoit aujourd'hui, présenter mon projet à différentes institutions et expliquer un petit peu en quoi est-ce que je peux être un bon chef d'entreprise, qu'est-ce que je peux ramener à la société, comment je compte faire tourner la boîte en étant seule, ça n'a pas été non plus super simple. Des fois, c'est fatigant aussi. Parce que tu te dis, mais je suis en train de parler et il y a toujours un homme qui va vouloir... et pas forcément le plus vieux, hein, pas forcément le... Voilà, et ça peut être vraiment des personnes qui pensent qu'ils ont creusé un peu cette question du féminisme, etc., mais qui vont toujours vouloir donner leur avis et clôturer la conversation et qu'on se dise « ok, il a raison ». Je pense qu'on a... Je ne sais pas pourquoi à chaque fois, vous faites ça toute seule? Oui, bah, y a d'autres hommes qui font ça tout seuls. Pourquoi est-ce que ça doit être un exploit de le faire toute seule en tant que femme? Je ne vois pas pourquoi. Mais on a l'impression que c'est un exploit. À chaque fois, c'est « oh, bah, vous avez du courage, hein. Ah bah chapeau, hein. En plus en étant maman ». Oui, et les papas sont papas. Ils ont des enfants aussi. Ils ont des fragilités aussi. Il y en a qui pleurent aussi, hein, même s'ils se cachent. Mais ils sont sensibles aussi. Pourquoi est-ce que c'est un exploit d'être femme et à la tête d'une entreprise en étant maman? Je ne sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, je laisse couler. Avant, j'avais un peu ce côté revendicatrice, à essayer d'y aller avec toute mon énergie. Et maintenant, je me dis que l'énergie, je peux la mettre ailleurs. Et que si on ne m'écoute pas là, eh ben, j'irai parler ailleurs. On dirait que c'est le Graal. Mais non, je pense qu'on peut y arriver comme tout le monde. Et non, j'ai pas forcément eu ce sentiment-là, mais plutôt senti, oui, de dire waouh, c'est une femme. Oui. J'aurais pu être un homme aussi, mais apparemment ça aurait été mieux vu. Je ne sais pas. Moi, depuis quelques années, je perds la mémoire et j'ai besoin de lui pour qu'il me dise ou qu'il me rappelle, parce qu'il y a des choses, je vois des choses et je ne sais pas ce que j'ai vu le lendemain. Là où avant, je pouvais m'asseoir confortablement dans mon siège et attendre que ça se passe et que la personne ait l'impression de parler, je vais dire, écoute, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de réel échange, toi tu veux juste donner ton idée, ça tombe bien, tu l'as déjà en tête et tu vas repartir avec, donc nous on va s'arrêter là. Donc en fait, il a pris le dessus comme ça et je me laisse un peu guider pour que ça marche encore.